Étienne Laurent, un homme de 20 ans qui trouve du réconfort dans la nature sauvage, se lance dans une expédition de 2 semaines dans les montagnes Pyrénées, puis disparut sans laisser de traces. Pendant 5 ans, le seul indice fut une vague observation de lui en compagnie d'un homme mystérieux, un détail qui ne mena nulle part et laissa l'affaire dans l'impasse. 5 ans plus tard, 2 chasseurs, loin de toute piste, découvrent les vêtements d'Étienne enterrés. À l'intérieur du tas se trouve un lourd mécanisme en fer, dont la conception inquiétante révèle une vérité plus sombre que la nature sauvage. Pyrénéen ne se contente pas de recevoir des visiteurs. Il les met au défi. 22 août 2005. Les vastes montagnes de granit et les forêts denses du sud de la France semblaient avoir englouti Étienne. Il était de retour avec 4 jours de retard. Pour la mère d'Étienne, Marguerite, le silence des montagnes devint insupportable. Étienne planifia une expédition solitaire ambitieuse, un voyage au cœur de la Pyrénées. Mais le jour du retour était fixé 18 août, et décédé sans un appel, sans un texto, sans aucun signe de son fils de 20 ans. Marguerite contactait police départementale de l'Ariège, sa voix tendue par la panique contenue que seule une mère confrontée à l'inconnu peut ressentir. Elle expliqua que ce n'était pas un voyage de camping ordinaire. Étienne était différent des autres garçons de son âge. Il n'était pas attiré par la vie urbaine ni par les routes familières. Il était fasciné par la réalité brute et sans filtre de la nature sauvage. Les enquêteurs commencèrent à dresser le portrait de l'homme disparu. Étienne Laurent est un homme d'une grande expérience, doté d'une indépendance farouche, presque solitaire. Cette indépendance s'est forgée dans l'adversité. Le père d'Étienne est décédé alors qu'il était encore très jeune, laissant Étienne et Marguerite affronter le monde ensemble. Bien que mère et fils fussent proches, Étienne trouvait refuge dans la nature, un moyen d'évacuer le stress et la douleur. Plus les conditions étaient extrêmes, plus il se sentait réconforté. Marguerite comprenait le besoin de son fils. Elle partait souvent en randonnée avec lui, par anxiété maternelle, tout en connaissant ses capacités. Mais Étienne préférait souvent partir seul. Il appréciait la solitude, complètement immergé dans les montagnes, où les seuls bruits étaient le vent et l'eau. Voyage à Pyrénées et cette fois-ci était importante. Ce devait être son dernier grand défi, une étape importante dans son apprentissage de la vie sauvage avant de se lancer dans son ambitieux projet, parcourir le monde en solitaire. Lorsqu'elle s'adressa à la police, Marguerite insista sur les habitudes d'Étienne. Ce contexte important expliqua pourquoi elle ne signala pas immédiatement sa disparition alors qu'il était en retard. Étienne applique une discipline stricte lorsqu'il s'agit de quitter le monde moderne. Une fois entré dans la nature sauvage, il éteint tous ses appareils électroniques. Pas de téléphone, pas de signal GPS, rien pour le connecter au monde qu'il souhaite fuir. Cette déconnexion volontaire, une habitude qu'il a, masque d'abord la gravité de son absence. Le retard du premier jour était explicable, peut-être dû à un passage difficile ou au mauvais temps. Le deuxième jour fut inquiétant. Le 4e jour, ce fut un désastre. Marguerite transmit aux enquêteurs la dernière communication reçue 2 semaines plus tôt, le 4 août. Étienne avait atteint le bord d'un célèbre réseau de sentiers Pyrénées, un point de transition où le monde civilisé touche la nature sauvage. Il avait encore un signal téléphonique faible et l'utilisa pour envoyer un dernier SMS. Le message comprenait quelques photos numériques. Certaines étaient des vues époustouflantes de Pyrénées. Le pic rocheux et acéré, couvert de neige de fin d'été, indiquait les hauteurs qu'il visait. Mais une photographie était différente. Elle montrait Étienne debout dehors, sous le soleil éclatant de midi. Il était entièrement équipé, regardant droit vers l'objectif avec une expression neutre, légèrement sérieuse. Ses yeux étaient cachés par de larges lunettes de soleil foncé. Il portait un chapeau marron clair à large bord, sous lequel se trouvait un sweat à capuche gris foncé. Il était par-dessus un coupe-vent bleu vif. Un grand sac à dos de randonnée noir était solidement fixé sur son dos, le haut dépassant sur ses épaules, suggérant une lourde charge pour un long voyage. Fait inhabituel, il portait également un sac en cuir marron en bandoulière. Il serrait 2 bâtons de randonnée noirs, un dans chaque main, l'air prêt et préparé. Dans le message d'accompagnement,
Étienne explique avoir rencontré un groupe sympathique de touristes venus Belgique dans un endroit pittoresque. Ils le prirent en photo. Il lui assura qu'il se sentait bien, que le temps était parfait et qu'il la reverrait dans 2 semaines. Il termina le message en lui disant qu'il l'aimait. Puis le signal s'éteignit. Conscient du terrain accidenté de la zone qu'Étienne avait l'intention d'explorer, de la vaste échelle de Pyrénées, et qu'il était seul, les autorités n'ont pas hésité. Un rapport officiel de disparition a été déposé et les opérations de recherche et de sauvetage ont immédiatement commencé. Les recherches se sont concentrées sur la zone où Étienne Laurent semblait avoir disparu des cartes et s'être évanoui dans le silence. La mobilisation pour retrouver Étienne Laurent fut rapide et massive. Pyrénées couvrant plus de 500 000 acres de certains des terrains les plus accidentés et inaccessibles de France, c'est une terre de gorges profondes, de falaises de granit abruptes et de forêts denses où les sentiers sont souvent obscurs et où le temps peut devenir dangereux sans avertissement. Pour les équipes de recherche et de sauvetage, ce fut une opération éprouvante dans un environnement hostile. Le périmètre de recherche initial fut établi à partir du lieu où la dernière photo d'Étienne avait été prise, un point de vue populaire près de l'intersection de plusieurs sentiers importants. Vallée d'Aspe. C'était le dernier point de contact connu, la frontière entre les déplacements connus d'Étienne et le vaste mystère de la nature sauvage. Des hélicoptères ont entrepris un quadrillage aérien, scrutant les flancs des montagnes et les vallées à la recherche du coupe-vent bleu vif d'Étienne ou d'un campement de fortune. Au sol, des équipes de bénévoles expérimentés et d'agents des forces de l'ordre, accompagnés de chiens renifleurs, se sont déployés le long des sentiers balisés. Ils recherchent la moindre trace, objet abandonné, empreinte de pas, parcelle de terrain perturbée. La première priorité de l'enquête est de confirmer la présence d'Étienne au belvédère et de déterminer son itinéraire. Les enquêteurs doivent s'entretenir avec le groupe de touristes. Belgique mentionné dans son dernier message. Grâce au carnet de voyage et aux informations sur les hébergements locaux, les autorités ont localisé le groupe peu avant son départ. Malgré le choc de la disparition d'Étienne, le groupe s'est montré coopératif. Ils ont confirmé l'heure et le lieu de leur rencontre. Ils ont décrit Étienne comme bien préparé, concentré et apparemment de bonne humeur. Il leur a poliment demandé de prendre une photo, a brièvement discuté de la beauté des lieux, puis ils se sont séparés. Fait important, ils ne l'ont pas vu s'éloigner après leur brève rencontre. Ils ont supposé qu'il avait continué sur l'un des sentiers principaux, mais ils n'y ont pas prêté attention, concentrés sur leur propre voyage. Les recherches durèrent des semaines, devenant de plus en plus intenses. L'ampleur de l'opération était colossale, mais la nature sauvage ne révéla rien. Les sentiers restèrent déserts. Les chiens renifleurs ne trouvèrent aucune trace. Les recherches aériennes ne donnèrent aucun indice. C'était comme si Étienne s'était évaporé dans l'air raréfié de la montagne. Étienne était un randonneur expérimenté, ce qui compliquait encore les recherches. Il prenait soin de minimiser son impact sur l'environnement, effaçant involontairement ses traces. Alors que les recherches entamaient leur 4e semaine, la réalité commença à s'imposer. Les chances de retrouver Étienne vivant diminuaient rapidement. Marguerite resta au quartier général des recherches, toujours présente pour fournir des détails sur l'équipement spécial d'Étienne et sa passion pour la randonnée, s'accrochant à l'espoir que l'expérience et la résilience de son fils lui permettraient de tenir le coup. Mais la tension était palpable, la panique initiale remplacée par une peur profonde et lasse. C'est durant cette période d'espoir ténu qu'une nouvelle information cruciale a émergé. Des affiches de recherche de personnes disparues, avec la photo d'Étienne, ont été distribuées dans toute la région, affichées dans les postes de garde forestiers, les magasins d'approvisionnement et les commerces locaux. Un homme nommé Lucien Dubois, un photographe animalier professionnel, a reconnu le visage sur un dépliant dans un magasin de fournitures éloigné où il se réapprovisionnait. Lucien contacta les enquêteurs, affirmant croire avoir aperçu Étienne Laurent le jour de sa disparition. Cet après-midi-là, Lucien était à l'affût, cherchant un endroit pour photographier des rapaces en altitude. Il se souvenait clairement avoir vu le jeune homme au coupe-vent bleu et à la casquette marron clair. Mais Étienne n'était pas seul. Selon Lucien, Étienne parlait à un homme d'un certain âge. La conversation semblait tendue, concentrée.
L'homme avait la cinquantaine ou la soixantaine, le visage buriné, mince mais robuste. Ce qui retint l'attention de Lucien, ce fut son équipement. À une époque où le nylon high-tech et l'aluminium léger dominaient le matériel, l'inconnu portait un équipement militaire en toile démodée. Son sac était lourd, utilitaire et dépaysant parmi les grimpeurs modernes. Il ressemblait à une relique d'une époque révolue. Lucien observait à distance à travers un téléobjectif, non par curiosité, mais pour évaluer la situation. Il rapporta que le vieil homme avait sorti une carte, pas la carte topographique standard des postes de garde forestiers, mais quelque chose d'étrange, peut-être dessiné à la main ou lourdement annoté. Étienne et l'inconnu fixèrent la carte, le vieil homme désignant une zone précise, à l'écart des sentiers principaux, plus profondément dans la nature sauvage non balisée. La conversation dura plusieurs minutes. Puis Lucien regarda Étienne quitter le point de vue avec le vieil homme. Ils ne suivirent aucun des sentiers principaux depuis le belvédère. Ils se dirigèrent directement vers une zone boisée, moins fréquentée, s'éloignant des sentiers battus et s'engageant sur un terrain accidenté. Lucien n'y prêta guère attention sur le moment. Il supposa que le vieil homme était probablement un guide local, un vétéran connaissant bien la région, qui indiquait au jeune homme un raccourci ou un point d'intérêt absent d'une carte standard. La rencontre ne semblait pas forcée. Étienne semblait engagé et intéressé, confiant dans les connaissances du vieil homme. Mais dans le contexte de la disparition d'Étienne, cette observation prit une signification nouvelle et troublante. Les enquêteurs pressèrent Lucien de fournir davantage de détails sur l'homme âgé. Pouvait-il l'identifier? Avait-il entendu une partie de la conversation? Lucien ne put fournir ni nom ni détail de la conversation. La description était vague, vieux, usé, de style militaire. Dans une région peuplée d'habitants excentriques, de survivants et de vétérans en quête de solitude, cette description pourrait convenir à des dizaines d'individus. Les recherches furent redirigées vers la zone d'où Lucien avait vu les deux hommes partir. C'était un terrain beaucoup plus difficile, hors des sentiers battus et très boisés. Les équipes de recherche ont fouillé la zone avec soin, mais une fois de plus, elles n'ont trouvé aucune trace, aucune empreinte de pas, aucun campement, rien qui indique qu'Étienne ou l'étranger soit passé par là. Si le vieil homme était habile à se déplacer en pleine nature, il aurait facilement pu brouiller les pistes. La présence d'une deuxième personne a considérablement compliqué l'enquête. Étienne a-t-il été victime d'un crime? Ou a-t-il simplement changé ses plans et accompagné cet inconnu expérimenté, pour finalement avoir un accident dans cette région sauvage et reculée? Malgré les indices cruciaux de Lucien Dubois, l'enquête reste au point mort. La nature sauvage garde ses secrets bien gardés. À la fin de l'été, le temps en haute altitude commença à se dégrader. Les chutes de neige devinrent fréquentes, rendant les recherches de plus en plus dangereuses. Après 2 mois d'efforts acharnés, les recherches officielles pour retrouver Étienne Laurent furent réduites. Les ressources furent détournées. Les volontaires rentrèrent chez eux. Marguerite Laurent était plongée dans une angoissante incertitude quant au sort de son fils. La disparition d'Étienne Laurent est devenue une affaire classée, un mystère apparemment enfoui sous la neige toujours plus épaisse de Pyrénées. Le seul indice est l'image floue d'un inconnu buriné qui entraîne Étienne hors des sentiers battus et vers l'inconnu. 5 ans ont passé. La disparition d'Étienne Laurent est devenue l'une des nombreuses affaires non résolues qui hantent le pays. Pyrénées. Un récit édifiant se murmurait parmi les grimpeurs et les habitants. Marguerite Laurent n'a jamais perdu espoir, n'a jamais cessé de chercher des réponses. Mais le sentier avait complètement disparu. La nature sauvage continue de changer, les saisons passent, le paysage se remodèle sans cesse, effaçant apparemment la mémoire du jeune homme et du mystérieux inconnu. L'histoire se poursuit en janvier. Octobre 2010. Les Hautes-Terres se préparent pour l'hiver, l'air est froid, les feuilles deviennent jaunes vifs et rouges. Au fond d'une région reculée de Pyrénées, loin de tout sentier et de toute habitation humaine, les deux hommes évoluaient silencieusement dans la forêt dense. C'était une zone rarement fréquentée, avec ses pentes abruptes et ses arbres centenaires. Antoine Martinez est un guide de chasse professionnel, extrêmement familier avec le terrain accidenté de Pyrénées. Il gagne sa vie en emmenant ses clients dans des régions reculées pour chasser des proies insaisissables. Il est accompagné de son ami proche. Sébastien Lefebvre,
un homme tout aussi expérimenté. Ils étaient en expédition de chasse privée, traquant un grand orignal qu'ils poursuivaient depuis plusieurs jours. Ce n'était pas une chasse ordinaire. Ils étaient en pleine nature, s'orientant à l'aide d'une carte et d'une boussole, comptant sur leur expérience pour survivre dans un environnement hostile. La zone qu'ils traversaient était escarpée, boisée et couverte de gros rochers de granit. Le genre de terrain où peu s'aventure. Ils se déplaçaient avec habileté, communiquant par signes de la main, attentifs aux signes subtils de leur proie. La forêt était recouverte d'une épaisse mousse, le sol humide et les branches sèches étouffaient le bruit de leurs pas. La lumière était faible, l'épaisse canopée masquant le soleil de midi, créant une atmosphère de crépuscule perpétuel. Alors qu'ils approchaient d'un gros rocher de granit, recouvert d'une épaisse mousse verte, Antoine fit signe à Sébastien de s'arrêter. Il remarqua quelque chose d'inhabituel. Ni des traces de cerf. C'était une perturbation du sol. Près de la base du rocher, le sol avait été creusé. Il était clair qu'un animal, peut-être un ours ou un loup, attiré par une odeur, avait creusé là récemment. Le sol était frais. La mousse avait été arrachée, exposant la terre noire en dessous. Antoine s'approcha prudemment, arme prête, scrutant les environs à la recherche de l'animal perturbateur. Mais ce n'était pas lui qui retint son attention. Dans le trou peu profond qu'il avait creusé, un coin de quelque chose d'artificiel était exposé, quelque chose qui n'avait rien à faire dans cette nature sauvage et immaculée. C'était d'un gris terne, la texture du plastique ou d'une toile épaisse, d'une bâche ou d'un sac lourd. Antoine ressentit un malaise. Il pensa d'abord que quelqu'un avait jeté illégalement des déchets dans la nature, un manque de respect envers la nature qu'il respectait. Il n'était pas rare de trouver des campements abandonnés ou du matériel abandonné, mais là, c'était différent. Tout avait été enterré, recouvert, jusqu'à ce que l'animal le déterre. Il appela Sébastien et lui désigna le coin exposé du sac avec un mélange d'agacement et de curiosité. Antoine s'agenouilla, époussetant la terre et les débris. Il saisit le coin exposé et tira. Il était lourd, accroché au sol, alourdi par son contenu et la terre humide. Il tira plus fort, le plastique se déchirant légèrement en résistant à la traction. D'un dernier coup sec, il sortit le sac du trou peu profond. C'était une lourde bâche en plastique gris, étroitement enroulée autour d'un objet volumineux. La bâche était scellée, soigneusement pliée pour protéger son contenu des intempéries. Antoine déplia les plis et étendit la bâche sur le sol moussu. À l'intérieur, ils découvrirent un tas de vêtements. Il fut immédiatement évident qu'il ne s'agissait pas de chiffons abandonnés. Il s'agissait de matériel d'escalade, souillé de terre et de boue, froissé et compacté par l'enfouissement. Un coupe-vent bleu, désormais sale et délavé, mais encore reconnaissable à sa couleur. Un chapeau marron clair à large bord, cabossé et sale. Un sac en cuir marron, glissé sous la chemise, le cuir raide et humide. L'inconfort initial se transforma en confusion, puis en malaise grandissant. Ce n'était pas un déchet. C'était l'équipement de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un enterrerait-il ses vêtements au plus profond de la nature? Cela suggérait plus qu'un simple dépôt. Cela suggérait une dissimulation. Sébastien s'agenouilla près d'Antoine, examinant les objets. Il tâta le tas, cherchant un signe d'identification ou une explication. Sa main toucha quelque chose de dur et de métallique, caché dans les plis d'une chemise bleue. Il le retira. C'était un étrange objet métallique lourd. Ils le fixèrent, complètement perplexes. Il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais vu. L'objet mesurait environ 30 cm de long, fortement rouillé, et sa surface était recouverte d'une patine brune et orange. Il avait un corps en forme de poignée, surmonté d'une structure bulbeuse, composée de plusieurs segments métalliques qui s'ouvraient comme une fleur. Ces segments étaient pointus et menaçants. Sébastien retourna l'objet dans ses mains. Il semblait ancien, médiéval. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, l'objet froid et lourd dans ses mains. Antoine l'examina, l'air grave. La conception était complexe, précise et cruelle. Il reconnaissait le mécanisme,
ayant déjà vu des dispositifs similaires dans des documents historiques. Je n'en suis pas sûr, répondit-il à voix basse, mais on dirait un instrument de torture. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et froids, un instrument de torture enfoui parmi les vêtements, dans la nature. Ça n'avait aucun sens, mais les implications étaient terrifiantes. La nature menaçante de l'objet changea instantanément l'atmosphère. Le silence de la forêt devint oppressant et menaçant. Ils avaient entendu des histoires, des rumeurs de disparitions étranges, de personnes disparaissant dans les montagnes, de sombres secrets cachés dans l'immensité sauvage. Ils se levèrent, observant la zone avec une perspective nouvelle. Ils n'étaient plus des chasseurs. Ils étaient témoins d'une scène sombre et inexplicable. Ils fouillèrent les lieux, à la recherche de terres remuées, du moindre signe d'un lieu de sépulture plus vaste, d'une tombe clandestine. Ils ne trouvèrent rien, juste la fosse peu profonde où le sac avait été enterré. L'enfouissement minutieux des vêtements et des instruments de torture, sans corps, était troublant. Cela suggérait une scène de crime complexe, une séparation délibérée des preuves. Antoine savait qu'il ne pouvait pas laisser les objets là. C'étaient des preuves. Des preuves de quoi? Il l'ignorait, mais c'était important. Ils emballèrent soigneusement leur matériel dans une bâche grise. Leur chasse était terminée. Il leur fallait rapporter leurs trouvailles aux autorités. Mais ils étaient en pleine nature. 3 jours de marche difficile les séparaient du poste de garde le plus proche. Ils se mirent en route pour ce long voyage, le point inquiétant de leur découverte bien plus lourd que le matériel dans leur sac. Pendant 3 jours, ils parcoururent un terrain accidenté, l'objet rouillé dans le sac à dos d'Antoine leur rappelant constamment les ténèbres qu'ils avaient découvertes. Lorsqu'ils atteignirent enfin police départementale de l'Ariège épuisée et grave, ils rendirent leurs conclusions, racontant en détail leur découverte. Ils étaient loin de se douter que le contenu de la bâche grise allait briser un mystère vieux de 5 ans et révéler une horreur cachée au plus profond d'elle-même. Pyrénées. La bâche grise est arrivée. Police départementale de l'Ariège. L'incident a déclenché une vague d'activité. Les objets trouvés par Antoine Martin et Sébastien Lefebvre ont été immédiatement envoyés au laboratoire de police scientifique pour analyse. La localisation de la découverte, en pleine nature, et l'étrangeté de son contenu laissaient présager une forte probabilité d'un acte criminel. L'équipe de police scientifique a alors entrepris un examen minutieux des objets. Les vêtements, un coupe-vent bleu, un chapeau marron clair et un sac en cuir marron, étaient sales et usés, mais remarquablement bien conservés, compte tenu du temps indéterminé qu'ils avaient été enterrés. La bâche en plastique épaisse scellait efficacement leur contenu, le protégeant des intempéries et de la décomposition. La première étape consistait à identifier le propriétaire des vêtements. Les articles ont été photographiés et comparés aux affaires non résolues de la région, à la recherche de personnes disparues correspondant à la description de l'objet. Le coupe-vent bleu s'est démarqué. Les enquêteurs ont rapidement trouvé une correspondance, ils ont remonté le dossier d'Étienne Laurent. La photographie, prise au Belvédère 5 ans auparavant, était mise en regard des objets retrouvés. La correspondance était indéniable. Le coupe-vent bleu, le chapeau, l'étrange sac en cuir marron. Tout était là. La découverte fut un choc. Après 5 ans de silence, la première trace physique d'Étienne Laurent était apparue, enfouie au plus profond de la nature. Mais le contexte de la découverte était inquiétant. Il ne s'agissait pas d'un campement abandonné ni d'équipement perdu dans un accident. Il s'agissait d'un lieu de sépulture. Si l'identification des vêtements a permis d'établir un lien étroit avec Étienne Laurent, les enquêteurs avaient besoin de preuves solides. L'équipe médico-légale s'est concentrée sur l'extraction d'ADN des vêtements. Malgré la détérioration, la préservation de la bâche offrait une opportunité intéressante. Des échantillons ont été prélevés sur le col, la sangle du chapeau et à l'intérieur du sac en cuir, zone susceptible de contenir du matériel biologique. L'analyse ADN a confirmé l'identification initiale. L'ADN des vêtements correspondait au profil d'Étienne Laurent, prélevé sur un échantillon fourni par sa mère, Marguerite, 5 ans plus tôt. Marguerite Laurent fut informée de la découverte. La nouvelle fut un choc dévastateur,
anéantissant le faible espoir qu'Étienne soit encore en vie, peut-être après avoir recommencé sa vie ailleurs. La découverte confirma ses pires craintes, mais souleva aussi de douloureuses questions. Qu'est-il arrivé à son fils? Et pourquoi ses vêtements ont-ils été enterrés avec un étrange objet rouillé? Pendant que l'équipe médico-légale analysait les vêtements, l'objet métallique rouillé trouvé par les chasseurs a été soumis à des analyses plus approfondies. Il ne ressemblait à aucune arme ni à aucun outil couramment rencontré dans les enquêtes criminelles. Il était lourd, complexe et apparemment ancien. L'objet a été envoyé à un historien spécialisé en histoire médiévale et en armes, au département d'anthropologie médico-légale d'une université. L'identification a été rapide et extrêmement troublante. L'objet était un poire d'angoissé, poire de torture, poire d'angoisse reste un appareil historique spécialement conçu pour la torture. Il s'agit d'un corps métallique bulbeux, divisé en plusieurs segments reliés par des charnières et un mécanisme à vis, bien que ce dernier soit manquant ou rouillé sur l'objet trouvé. L'appareil est inséré dans un trou du corps de la victime et se dilate, provoquant l'écartement des segments métalliques, déchirant la chair, provoquant une douleur intense, des lésions internes et souvent la mort. L'objet retrouvé avec les vêtements d'Étienne était une réplique, probablement fabriquée à la main, mais parfaitement fonctionnelle. Les segments métalliques étaient élargis, indiquant qu'il avait été utilisé. Cette découverte a fondamentalement changé la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus d'une disparition, ni même d'un simple meurtre. Il s'agissait d'une affaire impliquant une violence extrême, de la brutalité et des actes de torture délibérés. Détecté poire d'angoissère, l'enquête s'est immédiatement concentrée sur le lieu de la découverte. Une équipe d'experts médico-légaux et d'enquêteurs a été dépêchée par hélicoptère sur le lieu isolé identifié par les chasseurs. La zone a été minutieusement fouillée, le sol a été tamisé et le terrain environnant a été scanné à la recherche de preuves supplémentaires. Ils ont recherché des restes humains. À l'aide d'un géoradar et de chiens renifleurs, ils ont fouillé minutieusement les environs des blocs de granit, mais n'ont rien trouvé. Ni os, ni dents, ni traces de corps. Cela crée une anomalie inquiétante. L'agresseur avait soigneusement enterré les vêtements et les instruments de torture de la victime, enveloppés dans du plastique. Cela suggère une planification méticuleuse. Mais où est le corps? Pourquoi enterrer les preuves et non la victime? La préservation suggère que le tueur a peut-être voulu conserver ces objets, les enterrant pour les récupérer ultérieurement. L'absence du corps complique l'enquête, mais la présence de poire d'angoisse fournir des preuves convaincantes de la violence extrémiste. Les enquêteurs ont commencé à établir le profil du tueur à partir des preuves disponibles. Ce profil était terrifiant et précis. Le tueur était probablement un survivaliste, connaissant parfaitement la nature sauvage. Pyrénées. Il est capable de sortir des sentiers battus, de survivre dans des environnements hostiles et de dissimuler ses activités pendant des années. Méticuleux, organisé et doté d'une certaine expertise médico-légale, il dissimule des preuves. Sa façon d'enfouir les preuves suggère un individu extrêmement organisé, qui planifie minutieusement et cherche à contrôler la scène de crime. Il nourrit une obsession particulière et troublante pour la violence et la torture historique. Poire d'angoissers n'est pas une arme ordinaire. Elle témoigne d'une expertise et d'une fascination pour les méthodes de torture ancestrales. Ce n'est pas un crime opportuniste. C'est l'œuvre d'un prédateur aux intérêts obscurs. Le profil suggère un individu extrêmement dangereux, patient, intelligent et profondément perturbé. Les enquêteurs se sont tournés vers le témoignage de Lucien Dubois datant de 2005. Le photographe animalier avait vu Étienne Laurent quitter un belvédère en compagnie d'un homme âgé et buriné, vêtu d'une tenue militaire démodée. Sur le moment, l'observation était inhabituelle, mais pas trop suspecte. Remettons cela en contexte. Poire d'angoisserait le profil du tueur, la description de l'étranger sont significatifs. L'équipement militaire des UE suggère un passé dans le domaine de la survie, peut-être militaire, ce qui correspond à la nature historique de l'instrument de torture. Le fait qu'il ait emporté une carte spéciale et qu'il ait emmené Étienne hors des sentiers battus suggère une connaissance approfondie de la région. L'enquête a désormais un objectif précis. Ils doivent identifier l'étranger aperçu avec Étienne Laurent il y a 5 ans.
Il réalise que le fantôme aperçu avec Étienne est probablement le meurtrier. La chasse aux fantômes de Pyrénées a commencé. Le profil du tueur désigne un type spécifique d'individu, un ermite, un survivant, vivant en marge de la société, caché dans le vaste désert de Pyrénées. L'enquête s'est heurtée à un défi de taille: comment retrouver un fantôme sur un territoire de plus de 2 millions hectares? Les enquêteurs ont lancé une campagne méticuleuse pour identifier les individus correspondant au profil et à la description de Lucien Dubois en 2005. Ils se sont concentrés sur les petites communautés isolées en périphérie de Pyrénées, les villes où les résidents apprécient l'intimité et l'excentricité sont courantes. Ils ont interrogé des habitants, des employés de bars, des commerçants et des gardes forestiers, s'intéressant à des individus vivant hors du réseau, ayant un passé militaire ou se comportant de manière étrange ou menaçante. Les questions étaient posées avec délicatesse, afin de ne pas éveiller les soupçons, mais les réponses étaient souvent vagues et réservées. La culture de ces communautés montagnardes est intrinsèquement méfiante envers les étrangers, en particulier la police. Malgré les difficultés, des références répétées à un individu précis commencèrent à émerger. Les habitants parlaient d'un homme colérique et extrêmement réservé qui apparaissait tous les 2 ou 3 mois dans l'une des petites villes proches de la frontière sauvage, comme Renard ou Saint-Giron. On le décrivait comme un ermite, calme, à l'apparence burinée et à l'attention inquiétante. Il venait en ville, acceptait des petits boulots, généralement comme ouvrier ou serveur dans une taverne délabrée, et gagnait suffisamment pour subvenir à ses besoins avant de disparaître dans les montagnes pendant des mois. Il payait en espèces, évitait toute trace écrite et n'interagissait avec les gens qu'en cas d'absolue nécessité. Il correspondait à l'âge décrit par Lucien, fin cinquantaine ou début soixantaine, et était connu pour utiliser du matériel ancien et durable. L'homme a été identifié comme Gérard Moreau. Une enquête sur les antécédents de Gérard Moreau a révélé un profil étrangement similaire à celui du tueur. Moreau était un vétéran de la guerre froide. Mais il était plus qu'un simple soldat. Son dossier militaire, bien que largement expurgé, témoigne d'une formation approfondie en opérations psychologiques, interrogatoires, survie, évasion et résistance. Il a occupé de multiples postes pendant la guerre froide, opérant dans des environnements clandestins, et s'est entraîné à infliger et à endurer un stress physique et psychologique extrême. Le contexte de la guerre froide fournit un contexte important à son expertise en matière de survie et à sa fascination pour la torture. Les techniques d'interrogatoire développées et utilisées à cette époque étaient souvent brutales, utilisant des méthodes conçues pour briser l'esprit et le corps humain. Moreau a été formé à ces méthodes. Les habitants le connaissaient comme un personnage excentrique et parfois effrayant. Il était décrit comme capricieux, sujet à la colère lorsqu'on le provoquait. C'était quelqu'un à éviter, un spectre hantant les marges de la communauté. La découverte des antécédents de Moreau a stimulé l'enquête. Ils avaient un suspect qui non seulement correspondait à la description physique et au profil comportemental, mais possédait également les compétences et la formation nécessaires pour commettre le crime et échapper à la détection pendant 5 ans. Les enquêteurs ont commencé à surveiller Gérard Moreau. Ils ont découvert qu'il occupait un simple appartement d'une pièce à Renard, loué sous un faux nom. Il utilisait l'appartement sporadiquement, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, avant de disparaître à nouveau. La surveillance a confirmé ses habitudes. Il travaillait dans une taverne délabrée, gardant ses distances, ses communications brèves et transactionnelles. Observateur, il scrutait constamment son environnement, affichant une conscience situationnelle qui suggérait que sa formation militaire était encore poussée. Si la surveillance en ville fournissait des informations précieuses sur les habitudes et le comportement de Moreau, suivre ses déplacements hors de la ville était extrêmement difficile. Il ne possédait pas de voiture. Il quittait la ville à pied, souvent à la faveur de la nuit, disparaissant dans les bois denses qui entouraient la communauté. Lorsque les enquêteurs tentèrent de le suivre, ils se retrouvèrent déjoués. Moreau utilisa des tactiques d'évasion militaire, revenant sur ses pas, exploitant le terrain et semblant disparaître dans la nature. Il était clair qu'il était plus qu'un simple alpiniste. C'était un agent entraîné, à l'aise en pleine nature et habile à éviter d'être repéré. Les autorités déterminèrent que Moreau devait posséder une cachette permanente quelque part au fond du Pyrénées. L'appartement en ville n'était qu'un point d'ancrage dans le monde civilisé, une escale.
Sa véritable demeure se trouvait dans la nature sauvage. Il leur fallait trouver la cachette de Moreau, où il aurait pu cacher ses sombres secrets. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il avait construit une cachette illégale sur un terrain public, une base d'opération où il pouvait opérer sans crainte d'être repéré. Trouver cette cachette est devenu l'objectif principal de l'enquête. Ils ont lancé une campagne ciblée, utilisant une surveillance aérienne avancée, incluant l'imagerie thermique et la photographie haute résolution. Ils ont analysé les voies d'approvisionnement potentielles, en se concentrant sur les zones riches en eau et en ressources, suffisamment éloignées pour échapper à la détection. Ils ont analysé ses déplacements pour tenter de localiser sa base. Les recherches furent méticuleuses, compliquées par le terrain accidenté et l'épaisse canopée de la jungle. Moreau était un expert en camouflage et en dissimulation, une compétence affinée durant son service militaire. Des mois passèrent, de nombreux emplacements potentiels étant explorés et éliminés. Enfin, au début de l'année 2011, une équipe de surveillance aérienne a repéré une anomalie, une faible signature thermique, à peine détectable, émanant d'un ravin densément boisé, au cœur de la nature sauvage. Des photographies haute résolution ont révélé une subtile perturbation de la canopée, une légère variation de la végétation suggérant une structure artificielle. Ils la trouvèrent, une maison en bois bien camouflée, quasiment indétectable depuis les airs ou le sol. Elle était située dans une zone reculée et inaccessible, loin de tout sentier ou route. Petite, bien camouflée, elle était construite à flanc de colline, utilisant le relief naturel pour dissimuler sa présence. Le lieu était isolé et stratégiquement situé pour maximiser la dissimulation. Les enquêteurs pensaient qu'il s'agissait du repère de Gérard Moreau. Cette découverte marqua un tournant majeur. Il disposait désormais d'un lieu où trouver des réponses au mystère de la disparition d'Étienne Laurent, vieux de 5 ans. La scène est prête pour une confrontation avec le fantôme de Pyrénées. Au début de l'année 2011, l'enquête sur Gérard Moreau a atteint un tournant crucial. La découverte de la cabane cachée, combinée à son expérience militaire spécialisée et aux preuves circonstancielles le liant à la disparition d'Étienne Laurent, a fourni un motif suffisant pour un mandat de perquisition. Les enquêteurs ont également découvert, grâce à un suivi financier lié à son pseudonyme, que Moreau louait un garde-meuble dans la ville même où il occupait son modeste appartement. Le plan consistait à mener des perquisitions simultanées aux 3 endroits, l'appartement, le garde-meuble et la cabane en pleine nature, afin d'empêcher Moreau de détruire des preuves ou de s'échapper. L'opération était à haut risque. Moreau était un agent entraîné et lourdement armé, expert en survie et en évasion, opérant sur son propre terrain. Le raid sur la cabane nécessitait une équipe tactique spécialisée dans la guerre en milieu sauvage, héliportée dans cette zone reculée, préparée à une éventuelle confrontation. L'opération a été méticuleusement planifiée. Tôt le matin du 12 mars 2011, l'opération a commencé. L'équipe tactique s'est déployée jusqu'au chalet, profitant de l'effet de surprise, et s'est approchée de la structure à la faveur de l'obscurité. Ils ont enfoncé la porte du chalet, sécurisant la structure pendant quelques secondes. Gérard Moreau était à l'intérieur. Il a été arrêté sans incident, apparemment imperturbable face à l'arrivée de l'équipe tactique. Il était calme, posé, son expression difficile à déchiffrer, affichant une froideur qui a mis les policiers qui l'ont arrêté mal à l'aise. Au même moment, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition à l'appartement de Renardet-le-Stockage. L'appartement en ville était presque vide, ne contenant que le strict nécessaire et présentant des signes d'utilisation peu fréquentes. Il n'a fourni que peu de preuves. Ce n'était clairement pas son domicile. C'était un espace temporaire, un point d'ancrage temporaire dans le monde civilisé. Le coffre, en revanche, était une autre histoire. Lorsque les enquêteurs forcèrent la serrure et l'ouvrirent, ils se retrouvèrent face à une collection inquiétante qui laissait entrevoir la profondeur des obsessions de Moreau. Le coffre était méticuleusement organisé, reflétant les compétences organisationnelles relevées dans le dossier. Ils ont trouvé des planches anatomiques détaillées, humaines et animales, annotées de marquages précis indiquant les points de pression et les groupes nerveux. À côté de ces planches se trouvaient des instruments chirurgicaux vétérinaires, propres et stériles, bien au-delà des premiers secours de base.
La découverte la plus troublante dans le coffre était une collection d'ossements d'animaux méticuleusement nettoyés, allant de cerfs à des loups en passant par des ours, présentant des signes de traumatisme et des fractures précises, témoignant davantage d'expérimentation que de chasse ou de récupération. Les ossements ont été triés et étiquetés, suggérant une étude systématique des traumatismes. En outre, ils ont trouvé plusieurs autres répliques d'instruments de torture historiques similaires en termes de fabrication. Poire d'angoissé. Comprenant des vis à doigts, des masques de fer et autres instruments de torture, cette collection témoigne d'une profonde fascination pour la mécanique de la douleur. Conservés dans une unité de stockage sécurisée, de vieux manuels militaires détaillent les méthodes d'interrogatoire de la guerre froide, les techniques de guerre psychologique et les effets des pressions extrêmes sur le corps humain. Cette unité est le sombre entrepôt de recherche de Moreau, où il conserve les outils et le savoir-faire de son métier. Pendant ce temps, dans la cabane en pleine nature, l'équipe d'enquêteurs découvre une scène horrible. La cabane serait l'endroit où Moreau passe le plus clair de son temps, où il mène ses recherches. C'est un atelier terrifiant dédié à l'exploration systématique de la violence. Les enquêteurs ont découvert de nombreuses preuves de torture et d'expérimentation animale prolongée. L'ampleur et la gravité des découvertes allaient bien au-delà des ossements nettoyés dans la réserve. Ils ont découvert des dispositifs de contention, des tables d'opération improvisées et des instruments chirurgicaux tachés de sang séché. Les journaux détaillés documentent les expériences menées sur les animaux. Rédigés dans un langage précis et cryptique, ils utilisent la terminologie et les codes militaires et décrivent les effets des méthodes de torture avec un détachement effrayant. La cabane elle-même témoigne des capacités de survie de Moreau. Elle était autosuffisante, dotée d'un système sophistiqué de récupération des eaux de pluie, d'un poêle à bois pour le chauffage et de vastes espaces de stockage pour les conserves. Il était évident que Moreau aurait pu y vivre indéfiniment, isolé du monde. Parmi les objets inquiétants de la cabane, les enquêteurs ont découvert une collection de cartes topographiques détaillées des environs, dessinées à la main. Les cartes ont été soigneusement élaborées, avec un niveau de détail supérieur à celui des cartes standards de l'USGS. Elles étaient annotées de symboles et de marquages inconnus des enquêteurs. Moreau étant en détention et les preuves provenant de 3 sites étant récupérées, l'enquête est passée à la phase d'interrogatoire. Moreau est interrogé par des détectives chevronnés, habitués à gérer des criminels endurcis. Pourtant, Moreau ne ressemble à aucun autre suspect qu'ils ont rencontré. Il est froid, autoritaire et terriblement calme. Son comportement reflétait une formation spécialisée dans la résistance aux interrogatoires, répondant aux questions avec un langage précis et évasif, et offrant un démenti plausible concernant les objets troublants découverts. Il a minimisé les instruments de torture en les qualifiant de recherches historiques, se présentant comme un collectionneur d'objets militaires et un passionné d'histoire. Il a expliqué que les os d'animaux et les instruments chirurgicaux relevaient d'une pratique de survie en milieu sauvage, précisant qu'il étudiait l'anatomie animale pour améliorer ses compétences de chasse et de piégeage. Interrogé au sujet d'Étienne Laurent, Moreau a nié toute connaissance du jeune homme. Il a affirmé ne jamais l'avoir rencontré et n'avoir rien à voir avec sa disparition. Il est resté calme tout au long de l'interrogatoire, ne montrant aucun signe de stress ni de tromperie. Il a contrôlé le flux d'informations, manipulé le récit, coopéré juste assez pour paraître docile sans rien révéler de répréhensible. L'interrogatoire a abouti à une impasse. Moreau a clamé son innocence, son attitude étant inébranlable. Il est important de noter que, malgré des preuves circonstancielles accablantes et des découvertes macabres dans la cabane et l'entrepôt, les enquêteurs se sont heurtés à un obstacle juridique de taille. Ils n'ont rien trouvé reliant directement Gérard Moreau à Étienne Laurent. Aucun des biens d'Étienne n'a été retrouvé en possession de Moreau. Aucune preuve d'ADN reliant Moreau à Étienne n'a été trouvée au chalet ni sur les vêtements récupérés. L'analyse initiale des vêtements n'a révélé que l'ADN d'Étienne. Bien que les preuves suggéraient fortement que Moreau était le meurtrier, elles ne répondaient pas aux critères de cause probable requis pour une condamnation pour meurtre. La torture animale, bien qu'horrible, constitue un crime distinct, et la possession d'instruments de torture n'est pas illégale. Les faits sont clairs. Les preuves étaient insuffisantes pour le maintenir en détention. Le procureur a examiné le dossier et a conclu que,
malgré le caractère troublant des conclusions, il n'y avait pas suffisamment de preuves directes pour engager des poursuites pour meurtre. Les autorités furent contraintes de libérer Gérard Moreau par la loi. Cette décision fut un coup dur pour l'équipe d'enquête et Marguerite Laurent. Ils virent l'homme qu'ils croyaient responsable des tortures et du meurtre d'Étienne repartir en liberté. Peu après sa libération, Gérard Moreau disparut dans la nature, tel un fantôme, dans l'immensité du désert Pyrénées. La libération de Gérard Moreau fut un sérieux revers. L'enquête piétinait, paralysée par l'absence de preuves directes le reliant à Étienne Laurent. Les enquêteurs étaient certains d'avoir trouvé l'homme idéal. Les dossiers, le contexte, les horribles découvertes à son chalet. Tout accusait Moreau. Mais la certitude morale ne suffisait pas à obtenir une condamnation. Il leur fallait des preuves tangibles. Et surtout, il leur fallait retrouver le corps d'Étienne. Après la disparition de Moreau dans la nature, l'enquête s'est tournée vers l'intérieur, se concentrant sur l'énorme collection de preuves saisies dans la cabane et la grange. Ils devaient croire que Moreau, malgré sa méticulosité et sa formation, avait commis une erreur. Quelque part parmi les artefacts de sa sombre vie se trouvait un indice qui les mènerait à Étienne. Les analystes examinèrent méticuleusement chaque objet, chaque document, chaque photographie. Leur attention se porta brusquement sur la collection de cartes topographiques détaillées, dessinées à la main, trouvées au chalet. Ces cartes sont uniques, réalisées avec une précision qui suggère la formation militaire de Moreau. Elles représentent des zones reculées de Pyrénées, où Moreau opérait, des zones éloignées des sentiers établis, tracées avec une connaissance approfondie du terrain. Lors de leur examen, les analystes ont remarqué des annotations subtiles et précises sur la carte. Il ne s'agissait pas de symboles cartographiques standards. Il s'agissait de petites marques complexes, apparemment placées au hasard, mais exécutées avec le même soin que la carte elle-même. Les enquêteurs ont compris que ces marques étaient intentionnelles et significatives, mais que leur signification était cachée. Les annotations utilisent des symboles et des codes mystérieux, inconnus des analystes civils, qui soupçonnent qu'ils pourraient être liés au parcours militaire de Moreau, un langage spécialisé utilisé pour la planification ou l'enregistrement des opérations sur le terrain. Les cartes ont été transmises à un expert en renseignement militaire et en cryptographie du ministère français de la Défense. Le spécialiste était un expert des codes et protocoles de communication de la guerre froide, époque à laquelle Moreau avait servi. Il entreprit une analyse méticuleuse des symboles, tentant d'en déchiffrer la signification compte tenu de l'expérience de Moreau en matière d'opérations psychologiques et d'interrogatoires. La découverte a été faite lorsque les experts ont comparé les symboles de la carte avec des manuels militaires spéciaux découverts dans la réserve de Moreau. Ces manuels détaillaient des protocoles obscurs pour les opérations psychologiques et la gestion des lieux secrets utilisés pendant la guerre froide. Les experts ont trouvé la clé des symboles cachés dans les manuels, qui détaillaient les communications cryptées destinées aux agents de terrain. Moreau a utilisé une version modifiée du code de la guerre froide pour désigner les lieux sûrs et enregistrer les activités sensibles. Les symboles sur la carte n'indiquaient ni dépôt de ravitaillement, ni sentier, ni campement. Ils indiquaient quelque chose de bien plus sinistre. Les experts ont déchiffré les annotations comme des zones de traitement ou des sites d'essai sur le terrain. Moreau a méticuleusement documenté les emplacements de ces opérations, utilisant une formation spécialisée pour dissimuler les informations à la vue de tous. Les cartes étaient un registre de ces horreurs, une représentation cartographique de ces terrains de chasse. L'expert s'est concentré sur un groupe particulier de symboles qui semblait indiquer un site d'élimination principal, marqué d'un identifiant unique suggérant des restes humains. Ils déchiffrèrent les coordonnées, qui correspondaient à une zone pratiquement inaccessible, située dans un ravin d'altitude, caractérisé par des crevasses profondes et étroites et des falaises abruptes. L'endroit était éloigné du chalet de Moreau et de l'endroit où les vêtements d'Étienne avaient été retrouvés. C'était une zone si isolée et accidentée qu'elle n'avait pas été fouillée lors de la campagne initiale de 2005. Une fois l'emplacement déterminé, une équipe d'escalade spécialisée fut déployée sur place. Le terrain était périlleux et nécessitait des compétences et un équipement d'escalade avancé pour accéder au canyon. Arrivés aux coordonnées, ils entreprirent une recherche systématique des anfractuosités rocheuses.
Ces anfractuosités étaient profondes et étroites, telles des fentes sombres creusées dans les falaises de granit. Les recherches furent lentes et dangereuses, nécessitant que les membres de l'équipe soient descendus dans des crevasses à l'aide de cordes, la vue limitée par la lumière de leur lampe frontale. Au fond d'une crevasse particulièrement étroite et sèche, ils firent leur découverte, des restes humains incrustés dans la roche, dissimulés au ciel. Le processus de récupération fut complexe et difficile, nécessitant plusieurs heures de manœuvres minutieuses pour extraire le corps de la crevasse sans perturber les preuves. Les restes furent transportés vers un laboratoire d'anthropologie médico-légale pour analyse. L'identification fut rapidement confirmée, il s'agissait bien d'Étienne Laurent. Les conditions environnementales spécifiques des anfractuosités rocheuses ont joué un rôle essentiel dans la préservation des restes. L'air frais et sec, la circulation d'air constante et le manque de soleil ont créé un microclimat qui a entraîné une momification partielle plutôt qu'une décomposition complète. Les corps se sont desséchés, mais les tissus mous ont été partiellement préservés. Cette préservation a permis aux médecins légistes de procéder à un examen détaillé des restes. Ils ont identifié des signes évidents de torture prolongée. Les blessures étaient étendues et horribles, compatibles avec l'utilisation de poires d'angoisserie et d'autres équipements trouvés en possession de Moreau. L'ampleur du traumatisme suggère qu'Étienne a terriblement souffert avant de mourir, confirmant les implications terrifiantes des preuves trouvées dans la cabine de Moreau. Point crucial, la préservation des tissus mous a permis la récupération d'ADN étranger. Les techniciens médico-légaux ont soigneusement prélevé des échantillons sur les zones du corps où l'agresseur aurait pu entrer en contact lors des tortures et de la manipulation des restes. L'analyse a permis d'établir un profil ADN. Ce profil a été comparé à un échantillon de référence prélevé sur Gérard Moreau lors de sa brève incarcération. Les résultats furent sans appel. L'ADN retrouvé sur la dépouille d'Étienne Laurent appartenait à Gérard Moreau. La découverte du corps d'Étienne et la correspondance ADN apportèrent les preuves définitives dont l'enquête avait besoin. Les notes méticuleuses de Moreau, les cartes codées qu'il croyait être le seul à connaître, finirent par le mener à sa perte. Le mystère de la disparition d'Étienne Laurent, qui a duré 5 ans, a été résolu, révélant une horreur plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. L'analyse médico-légale étant terminée, les preuves sont irréfutables. Gérard Moreau est responsable de l'enlèvement, de la torture et du meurtre d'Étienne Laurent. Un mandat d'arrêt a été immédiatement émis et une chasse à l'homme à grande échelle a été lancée dans tout le pays. Pyrénées cette fois, l'objectif n'était pas l'enquête, mais la capture. Les autorités comprenaient la gravité de la situation. Elles poursuivaient un survivant dangereux et hautement entraîné sur son propre territoire, quelqu'un qui connaissait la nature sauvage et possédait les compétences nécessaires pour échapper indéfiniment à la capture. De plus, Moreau savait que l'enquête se durcissait. Sa libération était un sursis, et il avait peut-être anticipé leur retour. La chasse à l'homme impliquait plusieurs agences, dont des équipes tactiques, des spécialistes de la traque et un soutien aérien, se concentrant sur la zone entourant la cabane de Moreau et les sites d'élimination récemment découverts. L'opération fut menée avec une extrême prudence. Moreau était considéré comme armé et dangereux. Un prédateur acculé dans son antre. Les équipes se déplaçaient systématiquement sur le terrain accidenté, traquant ses déplacements, à la recherche de toute trace de son passage. Après plusieurs jours de surveillance intense, une équipe tactique a identifié une faible piste s'éloignant de la cabane, vers une zone reculée de haute altitude. Ils ont suivi la piste, la tension augmentant à chaque pas. Ils se rapprochaient du fantôme de Pyrénées. Alors qu'ils approchaient d'une zone boisée, ils trouvèrent une silhouette allongée au sol. Ils entrèrent, armes au poing, sécurisant la zone. La silhouette était immobile. Ils identifièrent l'individu comme étant Gérard Moreau. Il était mort. Une arme fut retrouvée à côté de lui. La scène du crime a été sécurisée et un coroner a été appelé. L'examen a révélé que Moreau était décédé d'une blessure par balle qu'il s'était lui-même infligée. Il semble que Moreau, conscient que son arrestation était inévitable et que les preuves contre lui étaient insurmontables, ait choisi de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter la justice. La dépouille d'Étienne Laurent est rendue à Marguerite, mettant un terme douloureux à 5 années de deuil.
La découverte de cartes codées et les horreurs de la cabane révèlent l'étendue de la dépravation de Moreau. L'enquête a conclu que Moreau, traumatisé par son service pendant la guerre froide et obsédé par les mécanismes de la violence, avait transformé la nature sauvage immaculée de Pyrénées dans son territoire de chasse personnel. Un monstre solitaire choisit finalement la voie lâche pour s'échapper. Marguerite Laurent finit par enterrer son fils dans un petit cimetière surplombant les montagnes qu'il aimait. Bien que l'affaire fût close, l'horreur de ce qui était arrivé à Étienne laissa une cicatrice permanente sur la petite communauté montagnarde. Pour Marguerite, connaître la vérité fut à la fois un soulagement et un fardeau. L'incertitude était terminée, mais le souvenir des derniers jours de son fils la hantrait à jamais.